Alors, mettons que je veuille investir en immobilier, j'ai un peu d'argent, je ne sais pas encore si je le fais ce mois-ci ou dans un an, mais j'ai l'intention d'investir en immobilier. Quels sont les principes de base de l'investissement en immobilier? Moi, on va dire que j'y connais rien du tout. Ça fait 20 ans que je n'ai pas investi dans l'immobilier, donc quels sont les principes de base sur lesquels je dois me repérer, me mettre pour faire un bon investissement immobilier? OK. Bah, alors c'est hyper important, comme tu dis, les bases. Moi, ce que je fais, tous les jours, j'aide des gens qui ont envie d'investir. Je sais pas si tu vois, enfin, je sais pas si tu as déjà vu ce sondage, les CSP+. Donc CSP+, ça peut faire un peu hautain, mais finalement, c'est, les cadres, les professions intermédiaires, les artisans et créateurs d'entreprises. Donc ça représente, une assez grosse partie de la population. Quand tu les interroges, 70 ont et aimeraient, investir dans l'immobilier. Et finalement, dans les faits, il y a à peu près 10 de ces gens-là qui ont réussi à investir dans l'immobilier locatif. Donc en fait, entre les 10 et les 70 on voit qu'il y a une grosse déperdition et finalement, il y a un aspect, on va dire peut-être technique, mais au final, l'immobilier, c'est pas si compliqué que ça. Je mets des guillemets parce que pour certains, ça peut paraître. C'est compliqué facialement, mais c'est surtout beaucoup psychologique. Donc moi, avant de te donner et avant de donner aux gens qui t'écoutent, qui ont l'habitude de t'écouter, des conseils, des astuces, des tactiques, et cetera, je pense que le plus important, c'est déjà de connaître son profil, psychologique et c'est souvent là qu'on voit, qu'on qui est le mieux pour démarrer, pour avoir les fondations et qu'on peut, à partir de là, avancer. Si je te mets, est-ce que tu peux mettre juste le petit graphique? Ça, c'est quelque chose qu'on a en interne pour essayer de classer quelqu'un. Donc, si vous nous écoutez, peut-être que vous allez vous reconnaître dans un de ces profils qui est en fait sur trois dimensions. Le savoir, donc savoir, compétence, l'action slash l'autodiscipline, c'est-à-dire entre savoir et faire, bah, il y a un gap, celui de passer à l'action justement, et puis la tolérance au risque. Donc, techniquement, celui qui a, donc ça va de 0 à 1, pour schématiser, hein, voilà, celui qui a tout, qui maîtrise le savoir, qui sait passer à l'action de façon cohérente et qui a une grosse tolérance au risque, bah là, on est déjà dans les investisseurs avertis. Si vous écoutez Droma Economy et que vous avez jamais investi, vous n'êtes sûrement pas dans cette catégorie. Et à l'inverse, il y a ceux qui ne veulent même pas savoir, non, l'immobilier c'est nul, de toute façon, je passerai jamais à l'action et puis de toute façon, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc là, c'est, allez, on va dire anti-investisseur. Il n'y a pas le mindset pour. Donc, Mmh. si vous nous écoutez, peut-être que vous allez mettre des commentaires négatifs sur oui, mais il raconte n'importe quoi sur l'immobilier, de toute façon, il y a ci, il y a ça. Peut-être que vous vous situez dans cette catégorie et ben, en fait, on peut rien faire. Enfin, je pourrais pas vous aider vraiment. Maintenant, il y a sur la deuxième ligne, il y a des gens qui vont avoir plus le savoir ou plus la tolérance au risque ou plus les capacités de passer à l'action. Donc voilà, si je les ai nommés théoricien, le kamikaze et l'exécutant. Et puis, donc ça, ces gens-là, c'est bien. Ce que je leur dirais, c'est déjà avant de se lancer, essayer d'aller chercher une deuxième, vers un deuxième pilier. Par exemple, si vous êtes un théoricien, le savoir, bah juste, ok, la tolérance au risque, c'est les deux manières de faire, c'est bah, soit de l'être, donc c'est inné, c'est un petit peu difficile, soit de se faire aider par quelqu'un ou de se faire accompagner ou d'avoir quelqu'un qui connaît déjà et qui vous dit ok, ça tu peux le faire, n'aie pas peur. Un petit peu comme quand on est enfant, on se met à marcher, mais en fait on y arrive parce qu'il y a quelqu'un qui nous tient la main à côté les premières étapes, quoi. Donc soit ça, mais en fait le plus simple pour vous, ce serait peut-être de commencer à se dire bah, je passe à l'action. Par exemple, dans l'immobilier, il y a plein de choses qu'on peut faire sans s'engager, sans engager une grosse responsabilité. Commencer à étudier quelques villes, commencer à faire une ou deux visites. En fait, ça n'engage à rien et ça va vous permettre d'augmenter dans cette nouvelle dimension-là. Et puis, moi, ceux que j'aide principalement, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir le besoin du boost final, ils sont bloqués, mais ils sont presque arrivés. Ils ont deux des trois piliers là, ici, savoir et tolérance au risque. Mais voilà, ils procrastinent, ils n'arrivent pas à passer l'action, à avoir suffisamment d'autodiscipline parce que l'immobilier, ça demande ouais, à s'engager un petit peu. Quand on cherche un immobilier, on ne va pas le trouver, hop, un claquement de doigts sur le bon coin demain. Non, il va falloir peut-être faire une visite, appeler un agent. Et en fait, quand je dis un et une visite, tu multiplies par 10 pour avoir quelque chose finalement Mmh. et trouver une bonne affaire. Après, de l'autre côté, celui qui est capable de passer à l'action et qui a une forte tolérance au risque, mais qui s'est jamais vraiment trop informé. Donc là, on va plutôt appeler ça un naïf. Alors, le naïf, il peut avoir fait déjà un investissement ou pas, et qu'il soit un investissement rentable ou pas rentable. Mais en fait, il ne s'est pas vraiment posé la question, il l'a fait. Et puis, moi, j'aime bien aider ces gens-là parce que
je vais les aider à sécuriser ou essayer d'aller à un deuxième et un troisième investissement de façon un peu plus, avec un peu plus de compétences, un peu plus de savoir, quoi. Et puis le troisième, c'est le bon père de famille. La personne, elle s'informe, etc. Elle est capable de passer à l'action, à dérouler un plan, mais par contre, la tolérance au risque est un peu plus faible. Et donc, voilà, en général, les gens qui sont, enfin, si vous m'écoutez et que vous pensez à l'immobilier, vous êtes sûrement dans une des trois catégories d'en bas là. Et si ça vous bloque, c'est qu'il vous manque une des trois dimensions. Donc, essayez de vous dire, là, de vous poser et de dire, OK, moi, c'est quoi qui me bloque, c'est quoi qui me manque dans ces trois dimensions. Ça, ce serait vraiment la première chose à faire pour se lancer, quoi. Toi, toi, tu as déjà commencé, François-Xavier, mais je ne sais pas si tu te situes plus dans une catégorie qu'une autre, plus un profil qu'un autre. Non, en fait, moi, je pense que j'aurais été sur la première ligne parce que, ou alors c'est le savoir. Je sais pas. En fait, c'est vrai que Je c'est sais pas pas. facile. Moi, je me serais mis sur la première ligne parce que j'ai une bonne tolérance au risque d'une manière générale et puis je pense avoir un petit savoir, même si dans l'immobilier, j'avoue qu'il est moyen. Mais je me serais mis en investisseur averti, moi, plutôt. Ouais, ben, et je pense que c'est ce côté parce que, ok, en plus, ça, c'est un profil qui est, on parle de l'immobilier locatif, mais à part ça, tu investis aussi dans d'autres classes d'actifs. Donc, effectivement, Oui. tu vas être un investisseur averti. Donc, tu vois, moi, si je prends l'exemple de mes parents qui n'ont pas forcément investi dans le locatif, ils vont être plutôt dans la catégorie bon père de famille. Ok, ils ont acheté leur maison, ils ont investi dans des produits que la banque leur a dit d'investir, etc. Mais par contre, la tolérance au risque, elle est très faible. Et du coup, oui, ils sont restés avec peut-être ils ont fait un Pinel, quelque chose comme ça. Mes parents, ils n'ont pas fait de Pinel. Mais voilà, on va être peut-être dans cette catégorie-là. Donc, déterminez, vous, chez vous, laquelle vous êtes. Et je vous assure que c'est vraiment ce qui va vous permettre à partir du moment où on sait où on en est, on peut se dire, OK, bon, là, je vais faire quelque part. Parce qu'il y a tellement de choses à imaginer et dans lesquelles se lancer dans l'immobilier que si on n'a pas une grosse tolérance au risque, déjà, on peut éliminer des pans du truc, quoi. On peut se dire, OK, j'arrête, je ne vais pas investir dans une petite ville, je ne vais pas investir dans de la location courte durée. Et pourtant, pour un autre profil, un naïf, lui, je vais lui dire ça, il va me dire, OK, vas-y, on y va, on fait du Airbnb, ou OK, moi, c'est bon, je peux aller dans une petite ville, quoi. Et les deux sont possibles, il n'y a pas une chose meilleure que l'autre. C'est pour ça que vraiment, c'est adaptable, quoi. Donc, c'est pour ça vraiment la première grosse étape, quoi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as des questions ou tu penses que ton audience aurait des questions sur ça? Non, 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 je pense pas. Enfin, s'ils ont des questions, ils les poseront dans les commentaires et on verra si on peut y répondre. Mais non, non, moi, ça me paraît assez clair et je trouve ça plutôt sain, effectivement, que avant d'investir dans l'immobilier, les gens se posent la question de qui ils sont eux et leur tolérance au risque et les différentes et puis voilà, leur capacité à agir et puis leur connaissance. Donc non, c'est plutôt sain. Donc c'est pas mal. Donc, tu me permets d'aller à la deuxième étape, du coup, on sait où Allons-y, on est. deuxième étape. Après, la deuxième étape, c'est à partir du moment où on sait qui on est, on sait où on est, où on se situe à peu près, c'est vraiment de dérouler ça en une stratégie, en fait, un petit peu comme si vous alliez voir votre conseiller de gestion en patrimoine qui va vous dire, voilà, par rapport à votre profil, machin, il y sera plutôt telle stratégie, tel produit, etc. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est qu'au final, il y a possibilité de le faire par soi-même. Et le truc qu'il y a avec les conseillers en gestion de patrimoine, c'est qu'aussi, ils vont être très orientés par rapport aux produits qu'ils ont. Comme je l'ai dit, il y a des milliards de façons d'investir dans l'immobilier. Et donc, moi, ce que j'aime quand j'aide quelqu'un, c'est de te dire, OK, on a défini ça. Donc, est-ce que tu es plutôt grosse ville, petite ville? Okay, je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que tu es plutôt centre-ville, périphérie? D'ailleurs, pour les gens si vous nous écoutez, François-Xavier va mettre un petit lien. Je vais vous donner gratuitement des documents qu'on utilise à l'interne sur la liste des petites villes, des villes, dont des petites villes qui sont les plus pertinentes dans lesquelles investir. Oui, je mettrai un lien dans la description et puis je crois que c'est sur ton site, donc ils cliqueront puis ils iront directement sur ton site pour récupérer le document. Exactement. Donc, Et il y a pas, excuse-moi, il y a pas un conseil générique pour tout le monde. Il vaut mieux investir dans une grande ville, dans le premier arrondissement à Paris, plutôt que quelque part à Béziers. Il n'y a pas de conseil qui s'applique à tout le monde en fait. C'est grande ville, petite ville, c'est un peu au choix de la personne. Il n'y a pas de conseil général ouais, d'après toi. en fait, un très bon exemple.
Le fondamental, c'est toujours de vérifier la demande locative et d'analyser le marché, encore une fois, très local. Parce que je pourrais te dire d'investir dans telle grande ville, mais à côté d'un quartier malfamé, versus va investir dans le cœur d'une ville qui fait 5000 habitants, mais qui est hyper prospère, hyper riche. Tu vois, le même, du coup, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est quelle est la demande et quel est l'état de la demande locative et surtout premium, parce que si on fait des biens qui sont très bien rénovés, etc., il faut qu'en face, tu aies des gens qui puissent se payer ça. Donc, en fait, c'est plutôt valider sa demande locative par rapport aux produits qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que la taille de la ville, c'est pas forcément pertinent. Tout comme, en fait, ça se trouve, demain, tu veux plutôt vraiment de l'immobilier patrimonial, et du coup, oui, tu vas aller dans une grande ville. Et je veux te dire, bah, franchement, c'est très intelligent comme calcul. Tu veux plus de rentabilité parce que demain, tu sais que tu vas à la retraite et que tu veux te dégager des revenus tout de suite. Bah, en fait, fais quelque chose qui soit peut-être plus avec plutôt tourné rentabilité. C'est aussi fonction des objectifs de chacun à un moment donné. J'accompagne des gens, par exemple, qui se disent vouloir être en reconversion professionnelle. Donc, ils ont envie de quitter leur travail. En même temps, ils ont envie d'avoir quelque chose qui leur assure un petit revenu complémentaire ou en tout cas une fraction de leur salaire d'avant. Ben, ok, on va plutôt aller sur quelque chose qui est un projet plus rentable à court terme, peut-être sur la location courte durée, peut-être sur la colocation. Effectivement, ça prend un peu plus de... Enfin, mentalement, ça semble plus risqué, mais en fait, par rapport à son parcours de vie, est-ce que c'est plus risqué que de créer une startup, tu vois? Je pense pas, tu vois, dans les startups, le taux de mortalité après 3 ans, c'est 70%, je pense, quelque chose comme ça, ou même plus, 80%. Dans l'immobilier, en fait, tu fais ça, tu vas avoir un petit revenu, ok, tu vas peut-être pas gagner 1 million toujours, demain, tous les jours, et c'est pas ce que je veux vendre aux gens, et c'est pas ce que je leur conseille d'imaginer, ok, ça prend des efforts, ça demande de s'exposer un petit peu, mais le risque peut être très maîtrisé et finalement, avec un investissement qui est correctement maîtrisé, je dis pas qu'il y a 0% de chance que ça plante, mais le pire du pire, c'est que tu le revends et si tu l'as acheté avec une décote, bah, tu le revends au prix que tu l'as acheté, donc tu n'as rien perdu. C'est surtout ça, comme ça qu'il faut le voir. Donc, voilà, je suis pas pour dire la petite ville c'est mieux, la grande ville c'est mieux. Je suis pour te dire, ok, il y a un trilemme à essayer de résoudre, c'est l'emplacement avec l'exploitation que tu vas en faire, donc location meublée, location longue durée, location moyenne durée, location courte durée, colocation, un immeuble de rapport, un local commercial. Ça, c'est les modes d'exploitation et qui va aller aussi avec le type de fiscalité. Donc en fait, à chaque fois, il faut voir les trois ensemble et c'est ça qui va te permettre de dire, OK, ce trilemme-là, il est plutôt cohérent. Par contre, l'un sans l'autre ne fonctionne pas, quoi. L'un sans les autres ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment son plan d'investissement personnel qu'il faut essayer de... Je sais que c'est pas facile, il y a tellement d'infos, mais déjà, si vous avez fait le travail d'au-dessus, bah, vous allez pouvoir vous dire, OK, je peux aller plutôt dans cette tendance-là. Et après, bah, tout comme toujours, hein, si vous avez besoin Des fois, on a juste besoin que quelqu'un nous dise, OK, va vers ça, ça semble pertinent pour ton profil. Bah, je mettrai juste sous les documents que tu vas partager, je mettrai un accès à mon numéro de téléphone. Comme ça, les gens, s'ils ont une question, ils pourront m'envoyer un WhatsApp. J'ai un problème, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je répondrai sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie stratégique. Ok, jusque-là, est-ce que ça te semble pertinent? Toi, je ne sais pas, par exemple, quelle était la stratégie que tu t'étais mis en tête aujourd'hui sur laquelle tu aimerais partir? Je ne sais pas si j'ai une stratégie. Moi, si aujourd'hui j'avais une stratégie, voilà, j'ai 47 ans, je commence à penser à la retraite. Donc, ma stratégie, si je devais investir dans l'immobilier, ça serait de trouver un bien locatif à acheter pour que dans, j'ai 5 ans, allez, on va dire 50 ans, donc dans 15 ans, il me rapporte un gros complément de retraite quoi, pour vraiment être tranquille dans 15 ans. Mm. Ok, bah donc là, ouais, t'as déjà une stratégie. Donc, potentiellement, en termes de l'emprunt, de la durée de l'emprunt que tu vas faire et de la fiscalité que tu vas avoir, que ce soit dans 15 ans, que ça te rapporte plus de revenus et que d'ici là, ça te coûte rien. Et bon, si ça te rapporte un petit peu d'ici Exact. là,
pourquoi pas. Et potentiellement, la plus-value, peut-être que ça peut être un critère pertinent, mais c'est pas que ça, quoi. On va Oui, non, dire. non, la plus-value, c'est pas forcément. Là, Ouais. là, je pense, moi, dans un cadre retraite. Donc, parce que je vois, c'est les placements que je fais en ce moment, c'est cette idée-là. Donc, je me fiche de ce qui va se passer dans les 15 prochaines années, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas mon problème, je veux dire, c'est pas. T'as pas le contrôle Voilà. dessus? Ce que je veux, j'ai pas le contrôle dessus. Ce que je veux, c'est dans 15 ans avoir un complément de revenus. Et après que le bien prenne de la valeur, je dirais tant mieux, mais comme j'ai pas envie de le vendre, je veux un complément de revenu à ma retraite et que Voilà. mes enfants, après, qui en hériteront, ils feront bien ce qu'ils veulent avec. Mon seul souci, c'est le complément de revenu, c'est pas la valorisation du patrimoine. Voilà. Exactement. OK, voilà, tu vois, c'est exactement ça que vous devez faire les gens, se dire, «Quel est mon objectif? Quelle est mon étoile du Nord? Quel est mon objectif principal?» Et souvent, ça va se décanter, assez rapidement. Donc, moi, techniquement, là, je te dirais, peut-être, essaie de trouver un petit immeuble, de rapport ou un bien qui va te permettre d'avoir du cash flow, dans 15 ans et même un petit peu d'ici là ou en tout cas qui soit autofinancé et je pense que c'est largement faisable, à trouver, quoi. Donc, ça, c'est vraiment la 2e partie. Et puis après, donc là, vous remarquez que jusqu'à maintenant, les 2 premières étapes que je vous dis, c'est vraiment purement de l'abstrait, ça reste dans nos têtes, quoi. Heu, mais vous vous rendez bien compte que l'immobilier, c'est, profondément de la relation humaine, profondément physique, profondément sur le terrain. Et si on prend voilà, l'univers des actions, effectivement, on ne rencontre jamais l'entreprise dans laquelle on va investir son argent, on peut tout faire de façon virtuelle. On va dire le problème, mais aussi l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est très humain et très sur le terrain. Pourquoi je dis l'inconvénient? C'est parce que tout ce que comporte la relation humaine, c'est des hauts et des bas, c'est des choses que tu peux un peu moins contrôler. Mais là où c'est un gros avantage, c'est que c'est beaucoup de gré à gré. Si tu t'entends bien avec le meilleur agent immobilier de la zone parce que tu lui as montré que toi, tu es hyper réactif, que tu es as hyper envie, il va te donner des choses à toi qu'il ne va pas donner à d'autres. Ce qu'on pourrait appeler en bourse un délit d'initié, en fait, dans l'immobilier, tous les jours, il y a des délits d'initié. Et la seule manière de l'obtenir, c'est d'aller sur le terrain, quoi. Et effectivement, c'est ça aussi qui fait la force de l'immobilier. Pourquoi il y a des gens qui font des superbes affaires, voilà, on entend toujours, et c'est vrai, parce qu'il y a des délits d'initiés. Enfin, c'est pas un délit d'initié parce que c'est pas répréhensible par la loi, mais dans le fond, c'est exactement ça qui se passe. Donc, ce qu'il faut faire, il n'y a pas de secret, hein, c'est que à un moment, moi, je peux bien vous vendre tout le rêve que vous voulez, que vous pouvez faire d'investissement. Oui, c'est très bien. À un moment donné, il va falloir mettre un peu d'huile de coude. Tiens, tu peux afficher le petit dessin, c'est juste l'entonnoir des bonnes affaires. C'est-à-dire que si tu veux trouver quelque chose et signer quelque chose, il faut que tu passes par ces étapes de screener toutes les annonces qui passent et de façon le plus automatique possible, d'appeler, de faire des visites et après d'analyser et de faire des offres. Donc, les premières étapes, moi, je vous recommande d'y aller demain, si vous voulez investir dans l'immobilier, commencez par regarder les annonces, faites des appels et faire des visites. Ça n'engage vraiment à rien. Après, les étapes supplémentaires, en fait, au niveau de l'analyse et tout, euh, apprenez au fur et à mesure que vous avez besoin de ces compétences. Analyser, ok, c'est bien, mais je rencontre tellement de gens qui sont des pros de l'analyse, qui ont, ça fait 5 ans, qui regardent des biens immobiliers sur Le Bon Coin et qu'ils analysent tout dans les simulateurs, etc. Mais ils ne sont jamais allés faire de visite. Donc, au final, à quoi ça sert? À pas grand-chose. Donc, faites d'abord ça. Et puis, de toute façon, une analyse, vous allez vous rendre compte que, en fait, après avoir été voir le bien, c'est d'autres choses qui vont rentrer en compte. Et pareil, pour faire une offre, le prix affiché, dites-vous que c'est jamais le prix auquel vous voudrez l'avoir. Donc, il y a l'étape de négociation. Humainement, c'est difficile. C'est pour certaines personnes, notamment pour les profils des gens qui ont soit une pas très importante tolérance au risque ou qui n'ont pas trop confiance en eux, c'est difficile de négocier. Mais pourtant, on peut le faire de façon plus pragmatique, de façon plus rationnelle, sans braquer les gens. Donc ça, c'est des compétences qui s'apprennent, mais n'attendez pas d'avoir tout ça pour commencer les étapes qui sont juste au-dessus, quoi. Donc voilà, clairement, moi, je ne veux pas vendre du rêve et dire, en fait, il suffit de telle tactique, de tel truc. Il y a des choses qui vont être compliquées à faire. Il y a des choses qu'il faut se sortir de sa zone de confort. Mais c'est comme ça qu'on arrive à le faire, quoi. Donc, je suis désolé si je vous ai déçu à ne pas vous donner de tactique ou d'astuces, etc. Tout ça, ça vient après, mais uniquement si on a déjà fait les 3 premières étapes là. Se connaître son profil, avoir une stratégie en place
et puis après avoir commencé déjà à faire les efforts. Moi, il y a des gens qui viennent, oui, Bruno, je veux que tu m'aides. J'aurais dit, est-ce que tu as déjà été voir ta banque pour savoir combien tu peux emprunter? Si c'est pas le cas, bah, déjà, essaye de faire ça pour qu'on puisse partir sur une base. Parce que, OK, je vais te chercher quelque chose et on va t'aider à te chercher quelque chose, mais si tu as pas le financement, en fait, tu as fait les choses dans le mauvais ordre, quoi. Donc, est-ce que tu as commencé à faire une ou 2 visites? Non, mais juste essaie de faire une ou 2 visites et tu vas avoir un ressenti et là, tu vas dire: «OK, bah, vraiment, c'est trop pour moi, je me sens vraiment dépassé». OK, là, on peut commencer, mais si tu as pas fait de visite, les gens vont tu vas venir avec, plein d'illusions: «Oui, mais c'est pas possible, c'est vraiment n'importe quoi le marché». Une fois que tu mets les pieds dedans, tu te dis: «OK, bon, je vais peut-être un peu revoir mes ambitions». OK, ça, c'est peut-être pour une autre partie de la population qui, à force de voir des vidéos sur YouTube, se dit, «Ouais, c'est possible de faire, je sais pas combien de pourcents, de devenir rentier, d'avoir», je dis pas que c'est impossible, mais la majorité des gens, la majorité des entrepreneurs n'est pas Mark Zuckerberg. Donc il y a des choses qu'ils ont fait, mais c'est difficilement reproductible. Donc c'est ça, il faut savoir où on se situe, c'est toujours le même point, pour avancer concrètement et ne pas rester bloqué. Voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres, points que tu aimerais dont je discute? Non, non, non. Donc les principes de base, si j'ai bien compris, c'est d'abord se connaître et savoir quel type d'investisseur on peut être. Donc là, il y a le petit schéma que tu nous as montré et que les gens peuvent venir regarder de nouveau dans la vidéo. Et puis connaître son marché, combien on peut, et puis sa capacité, évidemment, sa capacité d'emprunt, ça me semble net, et connaître un petit peu quand même son marché, son environnement pour savoir où on a envie d'investir, quoi. On est d'accord, c'est à peu Exactement. près ça la base. Et puis Ouais, son objectif, pardon, c'est ce que j'oubliais, son objectif. ouais, c'est ça. Ouais, si on peut reboucler avec le tout premier graphique que je t'ai montré, tout ce qu'on a dit, Ouais, en fait, ça peut se reboucler avec ça. Les manières pour moi, la manière de bien investir, c'est de comprendre qu'il y a 3 dimensions, d'enrichissement et donc connaître son marché, c'est comme ça que tu vas permettre d'avoir une bonne décote et comme ça que tu vas pouvoir savoir, quel type d'exploitation correspond à ton marché. Il y a la partie, négociation qui va te permettre, d'avoir, aussi une décote et de pouvoir négocier correctement en fonction de la rénovation, etc. Et de négocier avec les artisans pour faire les rénovations les mieux possibles. Et puis, sur la partie financement, c'est tout ce qui est capitalisation en bas. Effectivement, les taux sont en moyenne à 2% aujourd'hui, par exemple, mais c'est sûr qu'on va essayer d'essayer de négocier au mieux avec la banque pour avoir un petit peu moins. On va essayer de négocier à la banque pour mettre un petit peu moins d'apport pour que cet effet de levier augmente. Donc, au final, c'est connaître son profil et après agir à chaque point là. Mais dans chaque point, en fait, je pourrais te dire, il y a 1000 options dans chaque point. Mais c'est pas pertinent dans le sens, en fait, tu vois l'arbre de décision qui existe, il est, donc achète un bien qui est décoté, fais la bonne, exploitation, choisis la bonne fiscalité et puis, sache, te projeter dans des rénovations et dis-toi que tu vas faire un bien qui est à rénover, quoi. On va dire que si tu fais ça, tu vas dans 99 des cas faire une opération qui est, maligne. Voilà. d'accord. Oui, puis après, l'aspect, est-ce qu'il faut acheter un appartement seul ou un immeuble de rapport ou des choses comme ça, bon, bah, ça c'est du cas individuel, quoi. Ça dépend vraiment de la personne, de son apport et de la façon dont elle est capable de gérer le stress. Mais Donc, exactement, exactement. C'est ça. après, ouais, d'accord. Après, tous les autres conseils, en fait, découlent un peu de ce que tu nous as dit, et puis, Ouais. et c'est aux gens voilà, qui commencent déjà avec ses bases, et après, ils peuvent faire quelque chose dans l'immobilier. En C'est fait, ça? l'immobilier, c'est un puzzle qui est tellement complexe avec tellement de pièces que si déjà tu fixes pas une première pièce, donc là qui va être plutôt ton profil et ton envie, bah, tout le reste va bouger. Si tu pars de la pièce, la fiscalité, en fait, tout va pouvoir bouger parce que la fiscalité, c'est pas un objectif en tant que tel. En fait, c'est juste un outil. Et donc, si tu te battes avec un marteau, bah, tu vas avoir des clous partout. Donc, si tu pars avec l'idée, je veux faire telle fiscalité, bah, tu vas voir que des choses qui sont liées à ça sans avoir vu tout ce qu'il y a à côté. Donc, il y a tellement d'options. Juste poser la première pièce, c'est savoir ton profil et quelle est la stratégie sur laquelle tu veux commencer à avancer. Et encore une fois, hein, la stratégie sur laquelle tu veux commencer à avancer, elle peut évoluer dans le temps. Le meilleur parallèle que je fais toujours à mes élèves, c'est une entreprise. Tu vas faire ton business plan. Donc, le plan d'investissement que tu imagines, ta stratégie, c'est ça, c'est le business plan. Mais tu sais très bien
qu'à un moment donné, ça va pivoter, ça va pas se passer exactement comme tu l'as imaginé. Mais c'est pas grave, au moins, tu as commencé avec ce fil directeur-là. Donc, c'est ce qui t'a permis de mettre le premier pas. Parce que sinon, ouais, tu peux avoir 10 000 idées. Tant que tu n'as pas mis quelque chose sur papier et commencé à faire le petit premier pas dans une direction, bah, tu ne sauras jamais, tu resteras un entrepreneur rêveur, quoi. C'est vraiment ça. D'accord.